promo sur ce que vous faites, votre travail, etc. Thierry Pincemaille, je suis le directeur de l'Office des anciens combattants et ma mission c'est de s'occuper, comme son nom l'indique, des anciens combattants, mais pas seulement, également des pupilles de la nation, des veuves de guerre. On s'occupe de la délivrance des cartes et des cartes du combattant et des titres de la nation. On fait également un rôle social et le troisième volet c'est le volet de la mémoire. C'est la raison pour laquelle je suis là avec vous aujourd'hui. C'est comment on transmet la mémoire des conflits, comment on explique ce qui s'est passé et surtout dans un but, c'est d'éviter de refaire les erreurs qu'ont pu commettre nos ancêtres, nos aïeux. Où s'est passée la bataille clé de la guerre? Dans mon exposé, la grande bataille, en tout cas vue du point de vue français, c'est bien la bataille de Verdun, parce que c'est à cet endroit-là où se positionnent les troupes qui jusqu'à présent étaient en mouvement et à partir de 1915-1916, elles sont complètement bloquées et on a des tranchées qui sont très proches les unes des autres. On creuse des tranchées dans la terre, les poilus creusent des tranchées mais les Allemands font de même. Et comme je l'ai expliqué, on pouvait avoir des tranchées qui étaient très proches les unes des autres, voire quelques mètres. On a pensé que à certains endroits, on avait 5 ou 6 mètres de distance entre les tranchées. C'est à Verdun que se positionnent les troupes, et ça pour plusieurs mois, voire plusieurs années. La vie dans les tranchées était-elle difficile? Vous la connaissez, et bien évidemment qu'elle était très difficile. Premièrement, ils souffraient du froid, parce qu'en hiver, il faut savoir que sur l'est de la France, on peut avoir des températures négatives. On peut même avoir des températures qui vont jusqu'à moins 10 ou moins 20 degrés. Imaginez un Réunionnais qui n'est jamais sorti de son île, qui arrive comme ça à Verdun, dans la boue, dans des tranchées où on a des rats, où on ne mange pas toujours forcément à sa faim, avec des obus qui tirent de toutes parts, et le froid en plus qui s'ajoute. Donc évidemment, les conditions étaient très très difficiles, ce qui fait que le gouvernement militaire français adoptait ce qu'on appelle une rotation. Ils restaient jamais pendant 2 ans ou 3 ans au même endroit, ils restaient plusieurs semaines, ils étaient relayés par d'autres troupes. Sinon, c'était impossible. Ils ne pouvaient pas, moralement, psychologiquement, c'était impossible de durer plus longtemps. Voilà. Comment les soldats et les civils ils se protégeaient vestimentairement? J'ai parlé tout à l'heure d'une arme nouvelle qui était le gaz moutarde. Là, on avait une protection qui était les masques à gaz. Il n'y avait pas uniquement d'ailleurs les hommes qui étaient pourvus de masques à gaz, mais également les animaux, les chevaux, les chiens. Voilà, on se protégeait comme ça. Autrement, mais bien entendu, il y avait tout ce qu'on connaît même aujourd'hui encore, les grosses vestes militaires qui pouvaient protéger, les casques. Les Allemands avaient ce qu'on appelle un casque à pointe. D'ailleurs, peu de gens savent à quoi servait la pointe. Elle servait à l'époque de la guerre de 70 à éviter que les sabres ne leur tranchent la tête. C'était un déflecteur en fait. Quand le sabre tapait sur le casque, il était dévié. La pointe servait essentiellement à ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il reste des tranchées aujourd'hui? Vous me dites. Alors évidemment, on se situe maintenant plus de 100 ans. On est dans le centenaire de la Grande Guerre, ça fait 100 ans. La plupart des tranchées, on ne les voit plus, elles ont été rebouchées. Il existe encore quelques fragments de tranchées, vous aurez certainement la possibilité de les visiter. On a ce qu'on appelle la tranchée des Baïonnettes, qui n'est pas très loin du fort de Douaumont, qui a été restée en état. Mais je dirais 90%, voire 95% des tranchées, évidemment, n'existent plus. Les cultivateurs ont rebouché tout ça et ont replanté derrière. Donc on retrouve encore quand même un paysage assez bosselé comme ça, avec des cratères d'obus, ça on retrouve. Et on a surtout des musées autour. On a donc le mémorial de la guerre qui est à Verdun. On a l'ossuaire de Verdun. Et on a aussi l'ossuaire de Douaumont. Et on a aussi je cherche mes mots là. Ça y est, ça m'échappe là. On a également laissé en place un village entièrement détruit qui s'appelle Fleury, où on n'a plus aucune maison, les maisons ont été détruites, on n'a plus que l'emplacement des rues, mais on a encore les poteaux indicateurs pour dire qu'à tel endroit on avait rue de la Boulangerie, à tel endroit rue un tel, etc. Donc ça, si vous y allez, vous allez certainement le voir. Le village de Fleury-sur-Douaumont, on a encore un maire, il n'y a plus aucun habitant, mais on a un maire, on a le tracé des routes par terre. Les maisons n'existent plus. Alors ça, c'est un exemple frappant. Je pense que c'est un exemple pour élever les consciences et faire penser aux gens qui visitent qu'il faut éviter de refaire ce genre de choses, quoi. Du coup, combien de soldats sont morts pendant la guerre? Alors, Et blessés? Tu parles de la bataille de Verdun. Oui, pendant la bataille de Verdun. Alors pour la bataille de Verdun, je l'ai dit tout à l'heure, on a 700 000 victimes, blessés et morts.
700 000 victimes, c'est énorme. Ça correspondait presque à la population de l'île de la Réunion tout entière. Ça veut dire qu'en une seule bataille qui a duré 10 mois, on extermine complètement tous les habitants d'un département comme le nôtre. Ça vous donne une idée. Alors, évidemment, il y a eu autant de blessés que de morts. Au niveau des morts, on a à peu près autant du côté français que du côté allemand, parce qu'on a à peu près 300 000 morts sur les 700 000 victimes. Au niveau du bilan de la guerre totalement, on a vu que c'était une guerre mondiale, c'était pas uniquement en France et en Allemagne. Il y a à peu près 10 millions de personnes victimes de la guerre. 10 millions, c'est quand même énorme. Donc la leçon à retenir, c'est que, on l'a vu tout à l'heure, malheureusement, il y a eu la Seconde Guerre mondiale qui a suivi derrière. Et Dieu merci, depuis quelques décennies maintenant, tout au moins en Europe, on essaie d'éviter de refaire ces erreurs du passé, des nationalismes exacerbés, où nous, les Français, on s'estime plus forts que les Allemands, qui eux-mêmes pensent qu'ils sont plus forts que les Italiens. Tout ça, c'est des choses qui sont un peu disparues. Mais on n'est jamais à l'abri, comme ça, de choses qui reviennent. Donc il faut de la vigilance. Il faut continuer à élever les consciences. Merci pour votre temps, monsieur Thierry Pincemeuil, et merci d'être venu nous expliquer tout ce qu'il y a sur la Première Guerre mondiale. Et voilà, bonne continuation. Merci beaucoup.